La PNL a ce pouvoir de simplifier la vision du monde et de permettre de se poser les bonnes questions. La réalité n'existe pas. Ce qui existe, c'est la perception de cette réalité. Les métiers de l'accompagnement sont des métiers qui font du bien à l'humanité. Mehmet, il y a 8 ans, tu es devenu maître praticien PNL. Depuis, tu as eu l'occasion de coacher des dizaines d'entrepreneurs, si ce n'est des centaines, du débutant jusqu'à l'entrepreneur très avancé, justement en utilisant la PNL. Toi, en off, dans l'écosystème du digital, tu es un peu réputé pour être celui qui casse les croyances limitantes à la vitesse de la lumière. Moi, je le dis parce que j'en ai fait l'expérience en travaillant avec toi. Aujourd'hui, l'idée, c'est de synthétiser les apprentissages clés que tu as fait à propos de la PNL pour des gens qui nous regardent, qui seraient coachs et qui voudraient utiliser la PNL, peut-être qu'ils l'utilisent déjà et qui veulent aller encore plus loin dans leur pratique. En tout cas, comment est-ce qu'on peut débloquer ses clients plus rapidement grâce à la PNL? Comment ça va, Mehmet? Merveilleux, ça va super bien Baptiste. Toujours très heureux de te retrouver ici dans ces interviews. Et la PNL, ouais, effectivement, ça a vraiment changé ma vie parce que c'est au départ un bouquin de Tony Robbins que j'ai lu qui lui s'est formé avec les créateurs, les co-créateurs de la PNL qui sont Richard Bandler et John Grinder. Et l'idée, c'est que ce livre, donc Pouvoir illimité, un grand classique, alors ça fait très cliché dit comme ça, mais ce livre donne les bases de la PNL de par en fait la facilité avec laquelle il l'a écrit pour que ce soit grand public et que tout le monde le comprenne. Et c'est tombé sur moi en fait pile à l'époque où j'étais en train de créer mon entreprise, où je vivais un truc très inconfortable dans ma vie perso. Et ce livre a littéralement m'a fait plonger dans la PNL il y a à peu près 10 ans de ça maintenant. Et l'idée, c'est que la PNL a ce pouvoir de finalement simplifier la vision du monde et de permettre de se poser les bonnes questions. Et en soi, alors il y a tout un tas de définitions de la PNL, mais pour moi, j'en donnerais qu'un, c'est vraiment faire accoucher l'esprit de ce qu'il a de meilleur en lui. Et quand je dis ça, c'est en lien aussi avec la puissance des questions, parce que je pense pas être un super bon, praticien de la PNL en soi. Moi, je suis très bon dans toute la phase introspective et la puissance des questions. Et c'est vraiment ça qui m'avait impacté au départ. Et c'est là-dessus que je suis le plus performant, je pense. C'est cet aspect de trouver en fait la bonne question qui va faire shifter la personne. Et c'est plus là-dessus que je me suis concentré, moi, durant des années. Et je me suis formé, j'ai passé toutes les étapes dans une grande école réputée à Paris. Et j'ai passé donc les fondamentaux, le technicien, praticien et maître praticien PNL, puisqu'il y a 4 niveaux. Et à partir de là, ce qui a été pour moi, en tout cas, vraiment le fil conducteur, c'était la puissance des questions en gardant à l'esprit une écologie vis-à-vis de l'autre. L'écologie, donc terme PNL également, comme ça on va pouvoir donner aussi des termes PNL aux gens. L'écologie, c'est qu'est-ce qui est juste, bon et la vérité pour moi. Puisque chaque fois qu'on a en fait des expériences de vie, peu importe dans nos vies, quand on est dans le stress ou qu'on vit des choses difficiles, on a tous une vision du monde. Et le mot écologie permet d'englober le juste, le bon, la vérité, ce qui est vrai pour toi. Et l'idée, c'est que quand on trouve chacun son écologie, on trouve finalement le bon moyen pour nous d'agir en fait dans nos vies et de changer, de transformer nos vies. Et un des outils qui m'a vraiment le plus aidé là-dessus, c'est vraiment la maïotique socratique qu'on utilise beaucoup en fait en PNL et le poids justement des questions qu'on va avoir qui vont aller dans cette direction-là. Et l'une des premières compréhensions de la PNL, c'est de comprendre que en PNL, on s'interroge beaucoup plus et on va beaucoup plus chercher comment les choses fonctionnent plutôt que pourquoi elles ne fonctionnent pas. Et l'idée, c'est que quand une personne me dit, par exemple, j'ai le syndrome de l'imposteur, moi, je vais plus chercher à comprendre comment est-ce que cette personne arrive à se créer ce syndrome plutôt que pourquoi elle a ce syndrome. Le pourquoi, en fait, est beaucoup trop axé sur l'histoire, l'ancien, tout ce qui va ramener aux blessures, à la douleur, etc. Et c'est pour ça que quand on s'interroge sur le comment ça se fait que tu as ça, qu'est-ce qui fait que tu l'as, et est-ce que tu l'as toujours eu? Et l'idée, c'est que
Si on trouve le point d'origine de ça, c'est-à-dire sans aller dans le détail ou dans la douleur, on arrive à trouver le fonctionnement et donc à trouver peut-être quelque chose de plus écologique pour la personne pour agir différemment. Et c'est souvent ça en fait qui moi, m'a subjugué, c'est que en trouvant les bonnes questions, tu sais, tu le disais tout à l'heure, j'arrive à créer des shifts assez rapides chez les gens. C'est parce que il y a en fait tout un schéma de pensée et un niveau où je me mets sur la carte du monde des autres. Donc carte du monde, un autre terme PNL qui veut dire simplement se mettre sur le niveau de conscience de la personne qui est en face de soi. Si par exemple j'avais donné cet exemple-là, si tu parles à Monique de la compta comme si tu parlais à Michel du service commercial, ce sera pas le même niveau de conscience et pas les mêmes objectifs de performance, tu vois, dans l'entreprise. Donc l'idée c'est de savoir à quel niveau de conscience tu parles chez la personne et la question qui pourra permettre à cette personne de shifter totalement, de passer du syndrome de l'imposteur à une légitimité totale et une certitude qu'elle est au bon endroit et qu'elle est la bonne personne pour faire les choses. Ça m'a, moi, énormément transformé, puisque en posant ce genre de questions, on arrive quand même à détecter beaucoup de choses en soi et des histoires qu'on se raconte, et de sortir finalement de tout ce que moi j'appelle aujourd'hui les pièges de la pensée. Pièges de la pensée, justification, interprétation, comparaison, extrapolation, et toutes les histoires rattachées à ça qu'on se raconte qui vont déformer notre réalité intérieure. Parce qu'en fait, la réalité en PNL, c'est l'un des premiers trucs qu'on vous apprend, la réalité n'existe pas. Ce qui existe, c'est la perception de cette réalité. Si toi et moi, on va au cinéma ce soir, on va voir le dernier film d'horreur en vogue, on va avoir deux perceptions différentes du même film. Et toute notre réalité est basée là-dessus. Et c'est ça qu'a intégré la PNL, c'est qu'elle prend non seulement ces niveaux de perception psychologique, sensorielle et également en fait neuronale, puisqu'on a des neurones dans le cerveau, dans le cœur et dans les intestins. Aujourd'hui, les trois centres neuronaux sont pris en compte là-dedans. Et à côté de ça, on a modélisé, et c'est aussi ça la PNL, c'est modéliser l'excellence de personnes par exemple qui réussissent, c'est de prendre les mêmes chemins neuronaux que ces personnes-là. Prenons par exemple un coach immensément connu, Tony Robbins donc. Lui, il a modélisé une certaine forme d'excellence dans sa façon de coacher que beaucoup de coachs dans le monde ont répliqué, ont essayé de se calquer sur lui. Et bien évidemment, faire du Tony Robbins réchauffé ou copier-coller, ça marche pas. Tu es obligé de prendre ton identité, mais en modélisant ce qui a marché peut-être pour lui. Donc, sa posture, la façon de parler, etc. Ça peut évidemment, toi, te donner un moyen, si tu veux, de sortir de ce syndrome de l'imposteur. Mais l'idée, c'est d'aller chercher chez la personne quelles sont les ressources qui lui permettraient de faire ça. Et c'est souvent dans comment accéder à ces ressources qu'on arrivera à trouver les solutions et les pistes. Et après, on va modéliser le verbal, le non-verbal, qui va permettre à la personne de se reconnecter à quelque chose de plus écologique en termes d'énergie en elle. Et si on va un peu plus loin, un autre outil très simple, on va parler souvent de synchronisation. Et la synchronisation, tu sais, verbale et non-verbale, c'est quelque chose qu'on fait déjà neuronalement, naturellement en fait, en regardant les personnes. Et c'est ces fondamentaux-là qui vont devenir en fait ensuite des principes de vie. C'est-à-dire que quand on va commencer à coacher des gens par la PNL, on va appliquer ces principes de synchronisation, de questionnement, etc. pour justement amener la personne en face de nous à des réflexions et des changements beaucoup plus profonds. Et si on va un peu plus loin, et là je vais prendre simplement un exercice très simple, je vais vraiment le survoler, et ça peut-être qu'on fera une vidéo complète là-dessus sur ce sujet, mais l'un des outils les plus emblématiques et qui pourrait à lui seul représenter la PNL, ce serait ce qu'on appelle le changement en 6 étapes. C'est comment en fait permettre à une personne de changer d'une croyance et de passer d'une croyance limitante au départ à une croyance aidante et poussante pour cette personne-là. Et l'idée, c'est que le changement en 6 étapes, pour ceux qui ont envie de regarder, vous regardez sur Internet, ChatGPT, vous trouverez. Le changement en 6 étapes
est vraiment l'un des outils. Si la PNL était le marteau, le changement en 6 étapes serait l'enclume. C'est vraiment sur ça, sur ce socle de process, en fait, de protocole qu'est le changement en 6 étapes, que reposent vraiment les fondamentaux de la PNL. Et c'est l'une des premières choses qu'on apprend justement en PNL. Si je donnais juste cet outil-là, il pourrait suffire, tu vois, à plein de personnes, mais ce serait plus long à expliquer et je pense que on pourra en parler, je pense, dans une autre vidéo. Mais le changement en 6 étapes, pour faire simple, c'est simplement j'ai un problème. Quel est le problème et quel impact il a sur ma vie? Qu'est-ce que je veux à la place? Comment trouver une ressource qui pourrait m'aider à sortir de ce problème? Quelle serait la façon la plus adaptée pour moi de sortir de ce problème? Et enfin, de savoir en fait d'aller tester maintenant que j'ai cette ressource, c'est-à-dire le bon outil, tester cet outil et voir s'il est écologique pour moi et voir si cette nouvelle façon de faire me correspond. Et ce que je viens de t'expliquer là, c'est ce que je fais en condensé dans les 5 à 15 minutes que tu as eu avec moi une fois où on a eu cet échange. Et c'est ça, mais en straight to the point. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'ai les coulisses. Je vois tous nos copains entrepreneurs qui viennent se faire coacher chez toi, C'est ça. qui s'assoient sur la chaise et au bout de 2, 3 questions, il y a déjà un niveau d'intensité dans la conversation qui est hyper élevé. C'est ça. Il y a de l'émotion, il y a des larmes, il se passe plein de choses et les gens partent changer assez rapidement. Tout à l'heure, tu évoquais justement que toi, tu reconnaissais un peu des patterns dans ce que disent les personnes, je crois, sur les histoires qu'on va se raconter. Ouais. C'est quoi un peu toi, les flags, on va dire, les triggers, les déclencheurs? Quand tu entends ça chez quelqu'un, tu sais tout de suite qu'elle va être dans ce cas de figure, par exemple, une histoire qu'elle se raconte. Et du coup, tu peux taper très vite juste pour être aussi efficace en séance, du coup. Alors, comme ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ça, les red flags, ils sont assez rapides. Une personne qui me dit syndrome de l'imposteur, pour moi, en fait, syndrome de l'imposteur, la première chose, en fait, qui s'allume chez moi, c'est autorisation. Et autorisation, c'est simplement s'autoriser à prendre sa place. Parce que syndrome de l'imposteur, il y a une étude neuroscientifique qui a été faite là-dessus. Grosso modo, ils ont mesuré ça sur des cadres dirigeants, des personnes à des très hauts niveaux, et ils se sont rendus compte que le syndrome de l'imposteur apparaissait chez les personnes qui avaient le plus de compétences et de diplômes. C'est-à-dire qu'une personne, plus elle est intelligente et plus elle est diplômée, plus elle se remet en question et plus elle a le syndrome de l'imposteur. Et donc l'idée, c'est que neuronalement, elle devrait pas, enfin, techniquement, la personne a tout pour être à sa place. Mais elle ne s'autorise pas elle-même à reconnaître tout ce qu'elle a en elle et elle ne s'autorise pas à prendre cette place. Alors que il y a des personnes, et c'est pour ça que tu le vois beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des personnes qui ne sont pas du tout diplômées, qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout les compétences. Par contre, simplement parce qu'elles passent à l'action et qu'elles s'autorisent à passer à l'action, elles réalisent et elles réussissent beaucoup plus de choses que ces personnes qui restent dans leur tête et qui ne veulent pas s'autoriser à prendre leur place. Et ça, pour le coup, c'est une vraie réalité. Je le vois énormément dans le monde entrepreneurial. Des personnes qui finalement n'ont pas beaucoup de compétences, elles sont simplement juste, elles ont laissé tomber le syndrome de l'imposteur, elles sont juste passées à l'action sans se remettre en question. Et par itération et réitération, même si c'est pas tout juste au départ, bah, elles ont réussi à force de tester et de retester. Et autorisation, syndrome de l'imposteur, pour moi, le premier red flag, c'est autorisation. Et autorisation surtout par rapport à qui? Parce que il y a aussi tout un formatage, tu sais, psychologique qui a été donné depuis l'enfance, donc papa, maman, etc. Donc il y a forcément des histoires qu'on se raconte en lien aussi avec nos familles. Et faut aller regarder quel genre d'autorisation tu as besoin de te donner aujourd'hui, qui est peut-être en lien avec ton passé. Et chaque croyance, tu sais, je pourrais te donner en fait un red flag pour chaque croyance limitante qu'on me sert. Et l'idée, c'est plus de comprendre la mécanique, de savoir en fait qu'est-ce qui fait que les gens arrivent en fait dans ces schémas de pensée et de savoir taper juste au bon endroit pour que la personne se dise ah oui, effectivement, j'avais pas vu ça. Et les croyances limitantes, c'est ça qui est dingue, c'est que il y a presque un aspect spirituel là-dedans. C'est comme allumer la lumière, tu vois, la lumière qui est derrière moi. C'est comme si, en fait, une croyance limitante, tant que tu ne la vois pas, elle ne disparaît pas. Mais à partir du moment où tu mets le doigt dessus, tu dis, mais oui, c'est ça.
Là, il y a une espèce de libération neuronale qui se fait, émotionnelle, et il y a là, on parle de, vraiment, pour le coup, on parle de neuro-émotionnel. Et vraiment, il y a une libération neuro-émotionnelle qui se fait. Et là, la personne, elle est là, waouh, j'avais pas vu ça. Et à partir du moment où il y a ça, c'est comme si tu allumais la lumière à un étage et la personne change de niveau de conscience. Et moi, je fais ça toute la journée en fait. Je fais passer des steps de conscience aux personnes simplement en rallumant la lumière à des endroits où elles avaient arrêté de la mettre. Et c'est souvent quand tu rallumes certains endroits, tu dis ah mais ouais, mais en fait je pouvais m'autoriser à faire ça. Ah mais je pouvais. En fait, quand on regarde dans les ressources de la personne a déjà tout en elle. Faut juste lui remontrer là où c'est en fait. Et c'est ce que je fais. Ok, super intéressant. Du coup, tu t'identifies l'obstacle en quelque Ouais, sorte. c'est ça. Et après, une fois que c'est fait, là, tu passes à la suite du process qui est d'aider à lever l'obstacle, quoi. C'est ça. Enfin, en tout C'est ça. cas, la personne va trouver les armes elle-même pour lever l'obstacle et toi, tu vas la guider sur le chemin. Ouais. Et guider, c'est vraiment le bon terme parce que on pourra jamais faire les choses à la place de nos clients. L'objectif, c'est simplement de leur montrer la voie et de savoir si elles ont envie d'y aller. Parce que autant on peut montrer la voie, dire tiens, tu vois, le problème il est là. Si la personne veut pas y aller, c'est sa responsabilité. Par contre, on sait, en tout cas moi je le sais par expérience, plus une personne on a visé juste sur sa douleur et son problème, plus elle passe rapidement à l'action. Et plus le passage à l'action est rapide, plus les résultats sont forts derrière. Et c'est souvent les personnes qui restent soit dans leur mental, soit dans leurs émotions et qui restent bloquées là-dessus, même malgré qu'on leur montre et qui veulent pas y aller, qui ont le moins de résultats. Et la seule différence, elle se fait uniquement sur les actions. Et ça, c'est un truc que j'ai compris aussi avec l'entrepreneuriat depuis plus de 10 ans, c'est que, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs du digital, donc que ce soit des coachs, des accompagnants, des formateurs, peu importe, ils ont en fait presque au niveau identitaire intégré leur entreprise en eux en disant mon entreprise c'est moi. J'aime bien faire cette dissociation de dire tu n'es pas ton entreprise. L'entreprise est un véhicule que tu conduis, oui, et ce que tu as toi en tant qu'humain, identitairement qui tu es, etc., oui, a un impact sur l'entreprise puisque c'est toi qui dirige et qui conduis ce véhicule. Mais ne pas faire l'amalgame de je suis mon entreprise. Parce que à partir du moment où on rentre là-dedans, on rentre dans un piège émotionnel qui se referme sur soi et chaque chose qu'on va faire va être pris comme si c'était moi qui le faisais. Non, c'est mon entreprise. Elle a un objectif, cette entreprise. Elle vend des services et je suis fier de vendre ces services. C'est ça qu'on devrait se dire. Parce que, à n'en pas douter, et ça, c'est un peu un message idéaliste et spirituel que je donne ici. À n'en pas douter, les métiers de l'accompagnement sont des métiers qui font du bien à l'humanité. Qu'on se le dise. C'est des métiers qui sont difficiles parce qu'on accompagne de l'humain. Les humains, l'humain n'est pas une entité facile, c'est une entité complexe. C'est une entité qui a besoin de beaucoup de choses émotionnelles, instinctives, etc. Et c'est l'un des métiers les plus complexes au monde et l'un des métiers qui fait le plus de bien à l'humanité. Et tant que on ne se reconnecte pas à ça en nous, on continue de croire qu'on est une entreprise alors qu'on est des humains. On est des humains qui pilotons des entreprises. Donc bien dissocier ça et bien aussi se reconnecter à cette mission de spiritualité que je te donne, et je pense que ce sera le message de fin, mais c'est vraiment de garder en tête que quand on est dans ces métiers de l'accompagnement, c'est pas juste des métiers pour faire de l'oseille et faire des millions. Évidemment, c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite à tous les accompagnants, les coachs, les thérapeutes, tous. J'espère vraiment qu'ils auront tous de l'abondance et de la prospérité. Mais si je peux terminer sur un message un peu bisounours, nos métiers font du bien à l'humanité. Donc, soyez fiers de ça et dissociez-vous de votre entreprise. Merci Mehmet pour tous ces partages et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez aller plus loin, on a fait une autre vidéo sur le sujet de la légitimité. Est-ce que accumuler les certifications permettra d'être légitime? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici? Comment se sentir légitime dans son métier d'accompagnant?
c'est sur la chaîne. On vous mettra un lien aussi pour la visionner. Encore merci Mehmet, c'était un plaisir. Et nous, on se retrouve très vite sur Parole de Coach. Merci Baptiste, à très vite.